Bonjour et bienvenue sur la chaîne littéraire de Saban Live. Aujourd'hui, on ouvre la station d'hiver de Cortina, un texte où Dino Buzzati regarde sa région se transformer sous l'effet des Jeux Olympiques de 1956. Et contrairement à ce qu'on pourrait projeter aujourd'hui, Buzzati n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Il observe, il décrit, et il le fait avec une fierté tranquille. Cortina se modernise, Cortina rivalise enfin avec Saint-Moritz, Cortina entre dans la cour des grandes stations alpines. Pour lui, c'est un signe de vitalité, presque de revanche. Texte publié dans Nouvelles Décimes, Montée-descente et courses olympiques aux éditions Artaud. Ce qui le rend intéressant aujourd'hui, ce n'est donc pas une conscience écologique avant l'heure, elle n'y est pas. C'est plutôt la manière dont Buzzati capture un moment charnière, celui où la montagne devient un espace d'innovation, de compétition, de prestige national. Un territoire qui s'ouvre, qui s'équipe, qui s'affirme. Et quand on sait que Cortina accueille à nouveau les JO en 2026, la lecture prend une autre dimension. Pas parce que Buzzati aurait anticipé nos débats contemporains, mais parce que son enthousiasme d'époque contraste violemment avec nos préoccupations actuelles. Lui voyait un avenir radieux, nous, on voit les limites. Alors, avant de tirer des parallèles, avant de parler d'Albertville 1992 ou des Alpes 2030, on va d'abord écouter Buzzati, pour entendre ce que disait un écrivain qui voyait la modernité arriver et qui l'accueillait plutôt bien. Je vous lis maintenant le texte de Buzzati tel qu'il l'a écrit en 1957, avec son enthousiasme très assumé pour la modernité de Cortina. La station d'hiver de Cortina a pris de l'ampleur. Corriere d'Informazione, 11 au 12 mars 1957. Ces derniers jours, Cortina d'Ampezzo, en tant que station de sport d'hiver, a grandi en taille. Une croissance exactement de 555 mètres, de 2343 mètres à Tondi à 2898 mètres à Forcella Stoni. Dans le monde du ski, malgré sa renommée bien méritée, Cortina a toujours souffert, dans le passé, d'un complexe d'infériorité. 1200 mètres au-dessus de la mer, c'est en effet très peu comparé aux 1800 de Saint-Moritz, aux 2000 de Sestriere et de Cervinia. Pour ne citer que les rivaux les plus connus. Cette année, à Noël, où iras-tu ? Nous aimerions aller à Cortina. Pour moi, il n'y a pas de plus bel endroit. Mais est-ce qu'il y aura de la neige ? Y aura-t-il de la neige ? C'est la question anxieuse que se posent, ou plutôt se posaient les habitants de Cortina au début de l'hiver. L'exiguïté de ces 1200 mètres pesait comme une condamnation. N'y a-t-il pas des hommes possédant toutes les qualités possibles, sauf celle de mesurer plus d'1,60 m et qui ne peuvent pas accepter cela ? Après tout, lorsqu'il s'agit de sport de neige, il est évident qu'une bonne altitude est la condition de base. D'abord parce qu'elle garantit la neige, ensuite parce que plus on est haut, plus la neige dure longtemps. D'où les efforts tenaces et intelligents de Cortina pour relever la tête, se redresser, faire oublier l'altitude dérisoire de son fond de vallée. Et elle en ressent de plus en plus le besoin à mesure que le ski de piste devient la loi générale. La vénérable piste de Pocoll étant depuis longtemps dépassée, des tentatives ont été faites pour organiser des itinéraires plus sportifs et plus généreusement servis par la neige. Combien se souviennent de l'époque héroïque du couloir des Tophanes, qui était alors évoqué à voix basse tant il suscitait l'admiration. Et aujourd'hui, les débutants pourraient presque le faire. Pour arriver au départ, là où se trouve aujourd'hui le refuge Duca d'Aosta, il y avait un traîneau rustique hissé grâce à un câble métallique sur une pente qui donnait le frisson. La technique ouvrit ensuite de nouveaux horizons. Arrivèrent les télésièges du col Drussé et des Tophanes, les téléphériques du Faloria et des Tondi, et enfin le télésiège de Pomèdes, de la gare d'arrivée duquel démarre la descente olympique. Cortina s'était désormais mise à l'abri des mauvaises farces de l'hiver. Des deux côtés de la vallée, des mécanismes très modernes et sécurisés transportaient skieurs, photographes et touristes jusqu'à plus de 2300 mètres. Ne pouvait-on pas aller plus loin ?
Les Dolomites environnantes n'offraient-elles pas quelque chose d'encore plus audacieux et plus spectaculaire? Si. Entre le Cristallo et le Cristalino, juste au niveau de la dernière crête, un ravin blanc, vertigineux et très régulier descend, encaissé entre les falaises. Je me souviens que quand nous étions enfants, le caractère puissant et péremptoire de cet endroit nous avait impressionnés. Il s'agit de la Grava di Stoni, un éboulis surprenant qui tombe, lisse comme du sable de clepsydre, sur plus de 700 mètres. Là-haut sur la crête, nichés dans des grottes et des cabanes aériennes, nos troupes alpines ont combattu lors de la Première Grande Guerre. Altitude 2898 mètres. Bien. Ces derniers jours, une installation courageuse a été ouverte au public qui, remontant de front le ravin, dépose là-haut toute personne prête à payer la modique somme de 500 lire. La montée depuis Rio Gere, sur la route de Passo Trecrozzi, est divisée en deux parties. La première atteint la localité Sonforza, 2113 mètres. La seconde mène au col, à un dénivelé total de 1200 mètres. Depuis Cortina, 1600 mètres. Il s'agit d'un dispositif similaire au télésiège, sauf qu'au lieu de sièges individuels, le Cap transporte des télécabines, où 2 personnes peuvent se tenir confortablement debout, semblables à de minuscules chairs de prédicateurs, ou mieux à la plateforme des conducteurs de chars romains. À tel point que certains l'ont baptisé Bigovia. Le premier jour, on a vu peu de personnes à ski. Pour la majorité, il s'agissait d'opérer une reconnaissance prudente. En fait, le ravin ressemble à certaines personnes qui sont de caractère très raisonnable, mais dont la détermination est inquiétante. On dirait qu'il reste sur la réserve. Avant qu'on ait un contact personnel avec lui, il est vraiment intimidant. La pente qui n'a jamais un instant de répit et qui s'accentue au fur et à mesure qu'on monte. Les parois sauvages à pic qui le ferment. Les flèches jaunes qui font l'office de couronne. Cette prédominance des lignes verticales, l'air raréfié de ces 3000 mètres, tout concourt à ne pas lui faire confiance. Mais il ne fait aucun doute que ce ravin constitue l'une des pistes les plus parfaites, grandioses et élégantes des Alpes. À notre avis, mais c'est sans doute une question de goût, il surpasse clairement à la fois le Stratofana et les célèbres Vitelli. En termes d'environnement, par ailleurs, il n'y a pas de comparaison possible. Et si, la première fois, on hésite beaucoup avant de se lancer sur ce toboggan de près de 2 km, par la suite, on se familiarise vite avec la pente large et très régulière, et toute inquiétude disparaît. Sur la neige molle et souple de ces jours-là, en plein soleil, les Cristiania s'enchaînent les uns après les autres, sans effort, nés de la même force de gravité. Bref, une descente très raide, mais destinée à devenir classique. Ensuite, lorsqu'un passage facile sera créé, soit un tunnel, soit un sentier creusé dans la roche, menant jusqu'au proche col de la Cresta Bianca, au-delà du Cristalino, et que, de là, il sera possible de se lancer dans la descente du vaste et merveilleux Circo Pradel Vecchio, où la neige exposée au nord dure jusqu'à fin juin, Cortina, sur le plan du ski, n'aura plus rien à désirer. Il y a maintenant beaucoup de neige et même si le soleil continue de briller, les skieurs pourront y trouver beaucoup de plaisir jusqu'à début avril. Mais une fois qu'il n'y aura plus de neige, les télécabines continueront à fonctionner, peut-être même davantage. En été, Forcella Stoni sera une ressource exceptionnelle pour tous les vacanciers. Depuis le col, on se trouve une cabane hospitalière et ou un petit refuge belvédère sera probablement construit. Vous pourrez facilement gravir la cime juste au-dessus qui donne, du point de vue du panorama, les mêmes émotions que les grands sommets, tant la vue s'étend loin. En août, il y aura une file d'attente, c'est sûr. Si nous ne nous trompons pas, c'est la première fois que des touristes, sans le moindre effort, peuvent véritablement pénétrer dans l'intimité secrète des très hautes crôdes. Et ce que l'on ressent est encore plus émouvant en raison des nombreuses traces laissées par la guerre, désormais lointaines. Échelles de fer, petits ponts de bois, vestiges de baraquements, grottes, cartouches, fils métalliques, meurtrières ouvertes sur le ravin. On dirait que les troupes alpines sont restées ici jusqu'à hier soir. Et 40 ans ont passé. Carriere d'Information, 11 au 12 mars 1957.
Nous sommes entrés dans le texte par la lecture. Maintenant, ce que j'en pense. Ce qui saute aux yeux en refermant ce texte et en repensant à ce qu'il écrivait encore en 1964 sur les Jeux d'Innsbruck, c'est à quel point Buzzati appartient à son époque. Pour lui, transporter de la neige par camion, la hisser à dos d'homme, remodeler les pistes avec des engins militaires, c'est une prouesse. C'est la modernité qui gagne. La montagne n'est pas fragilisée, elle est magnifique par l'effort humain. Et il le dit sans ironie, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ce discours serait récupéré par les climato-sceptiques les plus bruyants. Pas parce que Buzzati serait de leur côté, mais parce que son regard est celui d'un monde où la neige était abondante, où le climat semblait stable, où la technique apparaissait comme une solution, jamais comme un problème. Son enthousiasme est daté, et c'est précisément ce qui le rend précieux. Il nous montre d'où l'on vient. Le parallèle avec Albertville 1992 le confirme. Oui, il y avait déjà débat. Sur les coûts, sur les infrastructures, sur l'impact réel. Mais on préférait croire que tout cela profiterait au territoire, que la visibilité internationale compenserait les dérives, que l'héritage serait durable. C'était confortable et ça arrangeait tout le monde. 30 ans plus tard, on voit plutôt les limites. Des équipements sous-utilisés, des stations fragilisées, un modèle économique qui tient par habitude plus que par cohérence. Et maintenant, on regarde vers 2030. Les Alpes sont déjà sous pression, moins de neige, plus de chaleur, plus de risques. La question n'est pas seulement peut-on organiser les JO ici, mais à quel prix et pour combien de temps encore? Les Jeux deviennent un test de lucidité collective, pas un test technique, un test moral. Buzzati, lui, n'avait pas ces questions, il voyait une montagne qui s'ouvre, pas une montagne qui s'épuise. Et c'est là que je me situe, moi. Oui, j'aime les JO, j'aime le spectacle, la fête, la dramaturgie, mais j'aime encore plus la montagne. J'aime l'idée qu'elle nous survive, qu'elle garde sa neige, ses forêts, ses silences. J'aime l'idée qu'elle ne devienne pas un décor qu'on rafistole à coups de camions frigorifiques. Relire Buzzati aujourd'hui, ce n'est pas chercher une leçon écologique qu'il n'a jamais écrite. C'est mesurer le chemin parcouru et celui qu'il nous reste à faire. Lui célébrait la modernité. Nous devons protéger ce qu'il croyait inépuisable. Et entre les deux, il y a 70 ans d'histoire alpine et un futur qui se joue déjà dans les Alpes 2030. J'espère vous avoir convaincu de lire ou relire Dino Buzzati. Dans ce recueil Nouvelles décimes, montées, descentes et courses olympiques, il nous parle de sa passion pour les sommets, révélant splendeur et secret, témoigne d'exploits comme de petits faits. En attendant, si vous voulez suivre mes aventures littéraires, abonnez-vous, likez, commentez, je vous répondrai, et à très vite pour de nouvelles aventures.